certain quota de pèlerins. Et il y a eu plusieurs connexions simultanées, des bugs, des latences, des erreurs côté serveur qu'on pourrait constater même sur les, comment je vais dire, sur les feedbacks visuels. Et il y a eu une suspension vers 18 heures avec un communiqué officiel de la structure qui organisait ça. Et donc, comme je le disais, moi, je voyais cette session en quelque chose de plus interactif. Il ne faut pas que ce soit un monologue. Soyez libre, sentez-vous libre en fait de participer, de m'interrompre à tout moment pour ajouter ou bien éclaircir les points. Donc, pour commencer, je vais demander à tout un chacun si il peut en fait me donner ce qu'il pense en fait. Pourquoi il y a eu ce crash-là? Pourquoi il y a eu ça sur la plateforme? Donc, le micro est open pour celui qui veut. Je ne sais pas si quelqu'un veut donner son avis avant qu'on attaque les causes racines même de cet incident-là. Emmanuel? OK. Bonsoir, vous me recevez. Bonsoir. Je peux y aller. Oui, oui. OK, bon, selon moi, je pense que la scalabilité de la plateforme n'était pas pensée à la base. Donc, comme il y a eu tellement d'utilisateurs à la fois, ça a surchargé le serveur. Donc, c'est ce qui a causé le bug, en fait. Ouais, effectivement, c'est ça, c'est un point valide. La scalabilité n'avait pas été pensée. Disons que avait été sous-estimée. Voilà. Ils se sont dit que peut-être les utilisateurs, 8000 utilisateurs, c'est pas trop. Donc, on va faire ça de manière simple et rapide et puis déployer afin que les gens puissent s'inscrire. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose, peut-être entrer dans les détails de l'incident. Peut-être Emmanuel, un développeur aussi timide qui souvent a des choses intéressantes à dire. Je ne sais pas si tu peux donner ton avis. Le micro, bon, le micro est fermé. Ou bien Wendy même. En fait, soyez libre, sentez-vous libre en fait de participer et de donner votre avis. Voilà. C'est, comme je le dis, c'est pas un monologue, c'est un talk ensemble. D'accord. Ok, moi je me dis que peut-être que les requêtes n'étaient pas vraiment optimisées. Voilà. Parce que je pense au problème des requêtes de N plus 1, le problème de N plus 1 requêtes. Ok, Monsieur Boris, on vous écoute. Oui, bonsoir à tous. Salut. Ouais. Bon, moi, en tout cas, au moment où je suis qu'il y avait un crash, je pensais en fait, je ne pensais pas qu'il y avait, c'était une question de scalabilité. Pour moi, c'était juste un bug de programmation. Puis moi, les gars qui sont allés pour s'inscrire là-dessus, et puis ils m'ont fait le tour, ils m'ont dit qu'ils sont allés, quand ils ont rempli leurs informations pour créer leur compte, au lieu d'être dirigés vers la page d'accueil maintenant, ils sont restés sur la page d'authentification. Et maintenant, ils ont voulu se connecter. Voilà, ils ont quitté la page d'inscription, ils sont allés sur la page de connexion, ils ont voulu se connecter et ça ne bougeait pas. Donc, moi, je ne savais même pas qu'il y avait, je n'avais pas su que c'était une question de scalabilité. Mais en fait,
Naturellement, il fallait y penser, au fait. Ouais, effectivement, c'est un point valide. Ça, là, l'incident, la façon dont l'incident s'est passé, ce que tu décris, normalement, après une connexion, il y a un redirect, tu dois être redirigé vers, en fait, un espace personnel, ce qui n'était pas le cas. Donc, moi, je vais dire simplement en global qu'il n'y avait pas la scalabilité, donc, requête non optimisée et aussi des bugs, en fait, de programmation. Et quand on va avancer, vous allez plus comprendre ce que je veux dire par ça. Donc, on va essayer de voir les causes racines en analysant, en fait, le crash ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'interface. Lorsque vous allez dessus, c'est toujours là, hein. Le lien même est toujours là, open. Ceux en tout cas qui savent vont remarquer que ça a été conçu avec un CMS au lieu de développement sur mesure. Voilà, un CMS avec des plugins pour gérer ça. Maintenant, c'est quoi un CMS? Un CMS, c'est un Content Management System, c'est-à-dire un système pour gérer du contenu propre en fait à peut-être une structure, une ONG ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ils font leur site et ils mettent à jour le site via le CMS. Ça, c'est l'objectif premier d'un CMS. Et là, ils ont utilisé en fait un CMS pour développer ça. Et on a vu qu'avec les CMS, tu ne codes pas vraiment. Tu orchestres en fait des outils. Tu branches des outils par-ci, par-là, et puis voilà, à la fin, tu as quelque chose. Tu fais du glisser-déposer ici, tu connectes à PHP-MyAdmin, tu crées ta base de données et tout. Et là, les inconvénients du CMS, c'est que tu n'as pas vraiment de contrôle sur le code. Tu ne sais pas le code qui tourne derrière, c'est quoi. Et généralement, c'est du PHP. PHP parce qu'il est natif, serveur pour le web. On sait que c'est ça qui était le premier, pour ne pas dire l'un des premiers langages de programmation serveur pour le web. Et donc, bon, non seulement on ne contrôle pas la gestion des connexions et le pooling. Le pooling aussi, c'est les connexions par intervalle sur la base de données. Et il y avait aussi les plugins qui ajoutent en fait des couches de requêtes invisibles et incontrôlables sous la charge. Donc jusque-là, ce sont les 3 points principaux en fait qui montrent que la plateforme, en fait, ils n'avaient pas pensé à la scalabilité. Ils avaient juste fait ça vite pour développer et pour déployer et permettre aux gens de pouvoir travailler dessus. Maintenant, dans le cas où c'était du code custom, code sur mesure, on allait voir que si ce même bug-là, si ce même incident-là se répétait, on va retrouver les arguments que vous avez donnés, c'est-à-dire la structure était inconsistante. Donc, le schéma même de la base de données qui est le socle, c'est-à-dire notre couche de données, qui est très important parce que sans données, comment un système, comment un logiciel, en fait, arrive à faire des traitements et résoudre le problème qu'il est censé résoudre. Ce n'est pas possible. Donc, la structure inconsistante, pas d'indexation, c'est-à-dire lorsque on va faire une requête vers la base de données, on fait un full scan, on va charger toutes les tables et il n'y a pas vraiment de raccourci pour atteindre en fait la requête rapidement. Et c'est ça souvent qui provoque la lenteur sur certains logiciels que vous allez voir, certaines plateformes que vous allez voir. Pas de cache aussi. Le cache, c'est quoi? Le cache, c'est juste une manière de stacker ou bien peut-être garder ce qu'on a déjà fait temporairement. Et si on a besoin, en fait,
de refaire ça, on utilise en fait ce qui avait déjà été chargé. Plus besoin de faire des calculs. Et également ce que Wendy a soulevé, les requêtes N+1. C'est quelque chose qui est très mal compris et dans certains cas, ça peut être fatal pour une base de données, voire même tuer même la base de données à cause de la charge. Également, il n'y avait pas de connection pooling, c'est-à-dire il y avait une saturation des connexions lorsqu'il y avait de la charge. Et je vais dire aussi, il n'y a pas vraiment de transaction parce que les systèmes de base de données modernes, SQL, relationnels, en fait, ils ont ce qu'on appelle ACID, ce qui nous permet en fait de gérer les transactions. C'est-à-dire soit ça ou pas du tout. Et souvent, les transactions, c'est des choses qui sont chaînées. Et il y a plusieurs étapes. OK. On récupère ça dans la base de données pour ensuite récupérer ça et ensuite récupérer ça. Maintenant, si une étape échoue, il y a un rollback qui est là, on annule en fait la transaction. Ça, c'est la transaction. Ça va être peut-être les 7 causes principales du problème. Donc là, je vais essayer de présenter un board avec le problème, en fait, une anatomie de la requête. On va essayer de parcourir comment ça s'est passé ensemble. Donc là, j'ai essayé de dessiner un peu comment ça se passe. Là, on voit qu'il y a une requête normale pour l'inscription. Après l'inscription, généralement, c'est un poste, mais après, il y a un get qui est là pour récupérer la réponse et puis valider et tout. Lorsqu'ils ont testé sûrement pour un utilisateur, 2 utilisateurs, 3 utilisateurs, de manière séquentielle, bien sûr, ça marchait, la base de données répondait sans problème et c'était un serveur unique, un seul processus, un seul thread. Maintenant, lorsque ça monte en charge, on voit que beaucoup d'utilisateurs tombent en fait sur le serveur. Il n'y a pas de fil. Voilà, il n'y a pas de fil. Et donc, tous les processus sont essayés en fait, tous les processus essaient de résoudre au même moment. Voilà. Et en plus de ça, il y a le problème des N+1 queries, c'est-à-dire une requête SQL. Sans N+1, une requête SQL pourrait en fait charger pour 100 inscriptions. Mais avec le N+1, qui est une technique d'optimisation, dans certains cas, on se retrouve à faire plus de 101 requêtes, multiplier 101 requêtes pour les 100 utilisateurs, alors qu'avec une seule requête, on pouvait gérer cela. Et donc, faites le calcul. Si on prend les requêtes multipliées par le nombre d'utilisateurs, là, c'est une illustration, mais je ne pense même pas que ça atteint les 8000. Peut-être même 100, 200, c'était chaud. La base de données était bloquée. Et la base de données qui n'a pas été structurée, ni pensée, ni même normalisée, il n'y avait pas d'index, il n'y avait pas de cache, et donc c'était bloqué, il y avait des timeouts, et donc des crashs. Ce qui aurait suffi ici, c'était ordonner les requêtes pour ne pas les subir tout d'un coup. Ensuite, implémenter un système de cache pour ne pas en fait appeler la base de données à chaque requête. Et ensuite, un rate limiting pour limiter les requêtes et les connexions simultanées. Par exemple, je prends un exemple simple. Hein. Si vous travaillez avec les API REST pour peut-être du web scrapping ou bien quelque chose comme ça, les services, souvent, ils vous bloquent pendant un certain nombre de secondes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas les seuls qui utilisent ça. Et pour permettre la disponibilité,
ils vont limiter en fait. Emmanuel, on demande si c'est enregistré. Oui, oui. Ok, Dieu merci. Donc, je reviens sur le rate limiting. Ils vont limiter en fait par moment les requêtes afin de permettre la disponibilité du système pour tous. Et là encore, il n'y avait pas d'index. Et ce qui me choque dans ce cas-là, c'est que c'était quelque chose, la charge était prévisible. Généralement, on parle de scaling. Scaling, principalement, c'est quand on ne sait pas. Lorsque tu conçois peut-être un SaaS ou bien quelque chose de ce genre, là, tu ne sais pas. Vous voulez parler? Monsieur Nabaloum. Ok, merci. Donc, je reviens sur, c'était prévisible. Mais dans le cas où ce n'est pas prévisible, c'est à ce moment on passe plus de temps sur planifier en fait comment on scale. Mais là, c'était prévisible. Ils avaient juste à implémenter ces 4 choses-là pour assurer en fait la disponibilité de la plateforme et permettre les inscriptions sur une certaine durée. Voilà, une certaine timeline. Et malheureusement, chose qui n'a pas été faite. Donc, voici un peu ce que moi j'ai pu disséquer en fait de l'incident lorsque j'ai inspecté l'onglet réseau du navigateur. Maintenant, je vais couper ça, on va revenir sur le mythe. Deux jours. Là, c'était la base de données. Maintenant, on part, en plus de base de données, à ce qu'on appelle l'architecture du logiciel, de manière simple, comme l'architecture d'une maison. Ce n'était pas pensé. Voilà, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas dissocier. L'architecture doit se marier avec la structure de la base de données et l'infrastructure sur laquelle, en fait, le système va produire, il sera en production. Donc, là, sur les CMS, généralement, c'est de l'hébergement mutualisé sur un serveur unique. Voilà, c'est-à-dire, ils ont un gros serveur et on permet en fait aux gens de pouvoir héberger leur site web dessus. Je dis bien site web, pas application web. Voilà, site web dessus. Et ce n'est pas vraiment dimensionné. Tu n'as même pas une idée de, OK, il y a combien de corps sur le serveur là. Le serveur a combien de processeurs logiques. Le serveur a combien de RAM. Quelle RAM est allouée en fait à mon application. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y avait pas également de CDN. Le CDN, c'est un réseau en fait cloud qui permet de servir généralement des fichiers statiques. Il n'y avait pas aussi de serveur. Généralement, les CMS, c'est comme ça. Et aussi, c'était monolithique. C'était une architecture, voilà. Tout était en même temps, c'est-à-dire la base de données, le front-end, le back-end. Tout ça, c'est dans le même truc par défaut avec les CMS. Et même avec, comme je citais, même avec une charge prévisible, il n'y avait pas de truc. Il n'y avait pas de stratégie pour le déploiement et la montée en charge. Ça, c'est dans notre cas. Maintenant, dans du code sur mesure, ce qu'on va appeler les single point of failure, où lorsque tu déploies ton système qui est monolithique, en plus, ça c'est très grave. C'est une seule instance. Et lorsque un service, c'est-à-dire la base de données chauffe, ou bien le serveur chauffe, tous les autres là, ils sont impactés. Donc, lorsque tu fais du code sur mesure, il faut prévoir ça. Il ne faut pas laisser une seule instance, il faut pas tout mettre ensemble. Ou bien, si tu mets tout ensemble pour un monolithique léger, il ne faut pas, il est conseillé en fait de combattre, en fait, prévoir en fait que ça peut tomber et donc avoir un plan derrière.
Deuxièmement, il n'y avait pas de fil d'attente. Et fil d'attente, pas de queue. Donc, plusieurs inscriptions traitées en temps réel simultanément. Et il n'y avait même pas de quoi en fait gérer les requêtes en temps réel. Généralement, on utilise des WebSockets pour ça. De jour, pas de rate limiting. Oui, il n'y a pas de souci. Vous aurez le Power. Ce n'est pas un PDF, c'est un PowerPoint. Vous l'aurez à la fin. Il n'y a pas également aussi de load balancing. Le load balancing, comment j'explique ça simplement? Disons que c'est un serveur, un petit serveur ou bien un petit processus qui récupère en fait la charge et la distribue lorsqu'on a plusieurs serveurs. Et dans l'architecture encore, on va voir qu'il n'y avait pas de séparation il n'y a pas de séparation de responsabilité. Tout est dans le même processus et pas de stratégie de scaling horizontale. Donc, je vais revenir dessus sur ces termes-là. Il y a le scaling vertical, il y a le scaling horizontal. Si vous avez des questions notées, après, on va revenir dessus. Donc, comment maintenant concevoir un logiciel qui scale? Maintenant qu'on sait, on connaît en fait les causes racines de pourquoi les systèmes de se conçus comme ça, là, ça crache. Voilà. Déjà, j'aimerais mettre une clarification sur ces trois termes-là, c'est-à-dire la conception, le développement et le déploiement. Ce sont trois étapes clés importantes pour la réussite d'un projet. C'est-à-dire, ils sont étroitement liés, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Avant, je confondais conception et développement. Voilà. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a la conception, il y a le développement et il y a le déploiement. Mais ces trois-là doivent être planifiés au début. C'est-à-dire la conception, c'est avant même de développer, là, il faut d'abord concevoir le système de manière visuelle, de manière simple, avec documenter ça avant même d'écrire une ligne de code. Ensuite, après la conception, il y a le développement. Et après le développement, le déploiement. Maintenant, dans la conception, on prend en compte les contraintes. C'est-à-dire, on essaie de voir, OK, pour concevoir ça, on va concevoir ça, yes, mais ça va tourner sur quoi? Sur quelle infrastructure? Quel type de serveur? C'est ça, un peu, il faut prendre en compte dès la conception. Et je voulais revenir un peu sur ce terme-là. Bon, on a tous dû avoir ça en classe. Ceux qui, bon, en tout cas, c'est assez populaire chez les ingénieurs logiciels, ce terme-là. C'est the Software Development Life Cycle. So, en français simple, c'est le cycle de vie développement logiciel. Un logiciel, en réalité, il naît, il grandit, et puis il tourne jusqu'à ce qu'il finisse de résoudre avec le problème qu'il résout. Et si les utilisateurs n'ont plus besoin de lui, il meurt. Donc, c'est un peu ça. Et c'est itératif. C'est itératif. Tous les logiciels, que ce soit WhatsApp, même Meet qu'on est en train d'utiliser, tout ça, ils sont dans leur SDLC actuellement. Il y a des mises à jour qui sont venues, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lorsque nous, on va décider, on va dire, OK, on n'a plus besoin de Meet, Meet n'aura plus raison d'exister. Et donc, il va mourir et on ne parle plus de lui. Donc, dans le SDLC, il y a la première phase qui est très importante où on fait une analyse. Voilà. Généralement, moi, j'aime combiner les deux premières phases-là en disant simplement analyse et conception. C'est-à-dire, avant d'implémenter quoi que ce soit, avant de coder quoi que ce soit, il y a l'analyse et la conception du système, comme je le disais en haut.
Ça, c'est le design. Et ensuite, l'implémentation. Après l'implémentation, il y a les tests pour s'assurer, en fait, de la qualité et de la stabilité, en fait, de ce qu'on a conçu avant de le déployer. Et l'évolution, ça inclut déploiement, maintenance, et ainsi de suite. Et ça revient. Si on a fait une veille, on a déployé. Après, on a remarqué que les users, ils ont fait des retours. On veut améliorer. On va repasser, en fait, par ce cycle-là. On va faire une analyse basée sur ce qui est déjà là. OK, comment on ajoute ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Est-ce qu'on se pose des questions? Ensuite, on design encore l'implémentation de ces mises à jour-là. On implémente, on teste, et c'est comme ça qu'on arrive à utiliser maintenant des logiciels sans savoir même qu'il y a des mises à jour derrière. Tu te réveilles un bon matin, on t'envoie une email ou bien tu vas sur ton application, on te dit, ah, il y a une mise à jour. Voilà. Donc, ici, c'est un peu détaillé où on planifie, on définit, on design, on conçoit et on développe, on teste et on déploie. Mais il y a une chose qu'on remarque tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est la remarque que j'ai eu à faire. L'analyse de conception, c'est une phase très, très importante dans le SDLC lorsqu'on veut développer un logiciel. C'est très important. Mais souvent, c'est saboté. Voilà. Je ne sais pas si c'est le terme approprié. Souvent, on ne passe pas trop de temps là-bas ou bien on néglige ça. Et après, ça nous pose des problèmes. Pour revenir en arrière, c'est compliqué. Le SDLC, en fait, il doit être considéré pour éviter les problèmes de dette technique et puis les retours en arrière, parce que c'est quelque chose qui est très coûteux. Voilà. Donc, on va voir les implications d'une bonne analyse. Et moi, j'aime voir en fait les projets comme des problèmes. Voir en fait le projet comme un problème, c'est à ce moment que tu changes en fait ton mindset, ta manière de penser. Ce n'est plus une application que tu crées. Tu ne vas plus dire, OK, tu ne vas plus dire à ton ami, j'ai créé une application qui fait ça, qui fait ça. Non. J'ai résolu ce problème-là en faisant ça, en créant un système qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Donc, le projet, il est égal au problème. Le projet, en fait, c'est le problème que nous, les développeurs, les ingénieurs logiciels, on est censés résoudre. Voilà. Et en parlant de ça, il y a un proverbe, ou bien, je ne sais pas, c'est un quote de Einstein qui aime souvent dire If I had 1 hour, ou bien, one hour to solve the problem, I will take the first 55 minutes to think about the problem and the 5 minutes remaining to solve it. Donc, il dit simplement que si on lui donne 1 heure pour résoudre un problème, il va passer les 55 premières minutes à analyser le problème et les 5 minutes restantes à venir avec la solution adéquate. Et c'est comme ça qu'il fonctionnait d'après ce qu'on dit. Et maintenant, comprendre le projet. Comprendre d'abord le problème. L'implication d'une bonne analyse, c'est d'abord voir le projet comme un problème. Comprendre le problème, pas seulement les fonctionnalités qui seront extraire aussi le contexte opérationnel. C'est-à-dire, le projet, il est pour qui? Il doit être mis en ligne quand? Combien de personnes sont appelées à l'utiliser simultanément et ainsi de suite, ainsi de suite. Troisièmement, anticiper la charge. Voilà. Ça, c'est l'analyse, on est dans l'analyse et conception. On essaie d'anticiper la charge. On essaie de voir, OK, une charge normale ou bien un pic prévisible, ou bien c'est imprévisible. Et niveau 4, on essaie de comprendre l'infrastructure qui est disponible, l'infrastructure qui a été prévue en fait, sur laquelle ça va tourner, qui a été définie lorsqu'on a récupéré lorsqu'on a fait l'analyse de conception, les requirements. Là maintenant, après ça,
on peut prendre les décisions et les documenter. Les gens n'aiment pas documenter. Pourtant, la documentation, ça sauve beaucoup. Donc, voici un peu ce qui implique une bonne analyse et conception. Voilà. Et dans l'analyse et conception, il y a des outils simples qu'on va retrouver comme les diagrammes. Voilà. C'est-à-dire, on essaie de visualiser ça ensemble avec l'équipe. On essaie de visualiser, modéliser le système et les interactions de ce dernier. Voilà, dans les diagrammes UML, il y a les diagrammes de comportement, il y a les diagrammes de structure. Voilà, on fait un mix des deux souvent et puis ça passe. Maintenant, les trois qui sont le plus utilisés, il y a le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de classe du moins. Là, c'est une erreur de ma part sur le slide. Il y a trois cas, il y a le diagramme de classe qui répond à la question de quoi est composé le système et comment les éléments du système sont-ils liés. Là, si on prend un school management system, un système de gestion scolaire, on va voir qu'il y a les étudiants, il y a les inscriptions, il y a les professeurs, il y a également les séminaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est un diagramme qui rentre dans la classe de diagramme de structure. Voilà. Vous voyez qu'en haut ici, on a les diagrammes de structure et voilà le diagramme de classe qui rentre ici. Ensuite, on a le diagramme de cas d'utilisation où on identifie les acteurs du système. Qui fait quoi sur la plateforme? Ici, c'est cette question-là qu'on va se poser. Qui fait quoi sur la plateforme? Et voici un peu un diagramme de cas d'utilisation pour lorsque vous faites un paiement, lorsqu'il y a un check-out, vous payez un service en ligne, c'est un peu comme ça que ça se passe. Voilà. On voit qu'il y a trois acteurs, un administrateur qui gère les utilisateurs, un client, et puis maintenant, le clerc, c'est quoi? Je vais dire peut-être c'est le pont entre le service de paiement et la partie check-out. Voilà. Troisième diagramme important, c'est le diagramme de séquence, où on se pose la question à savoir comment les composants du système interagissent entre eux au fil du temps. Lui, il est un peu similaire au cas d'utilisation, mais il est pris en fait pour des cas spécifiques. Par exemple, pour un système de paiement, lorsque tu veux intégrer un mobile money, c'est quelque chose de complexe et de critique. Ce n'est pas pour toutes les fonctionnalités. Actuellement, on ne s'attarde plus pour faire des diagrammes pour toutes les fonctionnalités, mais on prend les plus critiques et on fait des diagrammes de séquence où on essaie de voir séquentiellement et chronologiquement comment les composants en fait, du système interagissent, y compris, ici maintenant les acteurs sont considérés comme des composants du système. Alias peut-être leur navigateur ou bien un truc de ce genre, ou bien leur téléphone. Donc c'est un peu les trois diagrammes principaux qu'on utilise pour analyser et concevoir. Sinon, en tout, il y a 14 diagrammes UML. Voilà. Et dépendant du projet et de sa complexité, la modélisation va nécessiter certains et non d'autres. Donc, je ne sais pas si jusque-là, c'est assez clair, si je me fais comprendre. Et s'il y a des questions, je peux prendre avant qu'on continue. Si c'est bon aussi, on peut avancer sans problème. Parfait, parfait, parfait. Donc, nous voyons là que, bon, lorsque un client t'appelle et te dit, ah, il veut telle chose, il te demande, ah, tu peux le faire en combien de temps? Toi, tu vas regarder tes capacités, tes compétences, et puis tu vas lui donner un délai. Mais ce n'est pas comme ça.
tu peux lui dire, OK, donne-moi quelques temps pour voir et puis te revenir. Ça, c'est l'idéal. Mais bon, on est en Afrique, tout le monde est pressé. Voilà, voilà, voilà. Mais l'UML, lorsque tu modélises, ça te force à réfléchir même avant d'écrire, avant de coder. C'est-à-dire, avant de coder même, tu sais comment ton système fonctionne. Et c'est ça qui fait la beauté de l'UML. Deuxième outil, on a ce qu'on appelle le C4 model. C'est-à-dire, ça aussi, c'est un type de diagramme qui nous permet de visualiser le système en 4 composants clés. Voilà. Avant de construire même le système, on comprend l'architecture avec ces 4 composants clés-là, où il y a le contexte, il y a les containers, je vais dire peut-être c'est des box ou bien des cartons qui packagent ou bien qui contiennent certains aspects du système. À l'intérieur des containers, il y a les composants. Et à l'intérieur des composants, maintenant, il y a des codes. Vous pouvez voir ça en fait de manière séquentielle. Il y aura une illustration après qui va venir expliquer. Donc, la question qu'on se pose ici, c'est quoi? Comment l'architecture se décompose-t-elle à différents niveaux d'abstraction? Voilà, l'abstraction, c'est où on ne s'attarde pas sur la partie implémentation. Non, 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 non. On essaie de visualiser, d'abstraire le plus possible le système en 4 niveaux pour mieux le comprendre et le visualiser. Et là, ça, c'est une illustration en fait de ces 4 modèles où on commence avec le contexte. On fait un contexte général. À l'intérieur du contexte, on prend un élément, on fait un zoom dans l'élément et on crée un conteneur. On va mettre cet élément-là et ses composants clés. Et à l'intérieur maintenant des conteneurs, on prend les composants spécifiquement. On décompose les composants. Et dans la décomposition des composants, on peut visualiser le code, c'est-à-dire, généralement, c'est les diagrammes de classe. Voilà, c'est les classes du système. Là, on parle de PO, programmation orientée objet, qui est très répandu actuellement, qui nous permet de programmer, en fait, comme si c'était dans le monde réel. Voilà. On abstrait ça et on code, en fait, avec des objets et tout. Et ici, les objets, ce sont des éléments de classe. Et les classes, c'est ça qui définit les caractéristiques, les méthodes, les caractéristiques, les composants des objets. Voilà, ça, c'est les classes. Donc, c'est un peu ça, les 2 outils clés. Il y en a plein, mais ce sont les 2 outils clés qu'on peut utiliser pour aller assez vite dans une phase d'analyse et conception pour plus de clarté. Et donc, bon, ça, c'est une petite illustration d'un SDLC fait en 2 jours. Bon, voilà, 2 jours, puis on monte sur le code. Après, s'il y a des bugs, ça chauffe. Mais là, c'est sérieux, les gars, ils avancent posément. Ils ne reviennent plus trop en arrière. Vous voyez que c'est plus clean ici. Ici, c'est la panique. OK? Donc, après ça, on va essayer de voir certains cas pratiques. Voilà. Pour les cas pratiques, je tiens à souligner que ici, j'insiste sur le fait que le contexte dicte le choix. Ce n'est pas parce que ce que ton client t'a demandé ressemble à ce que peut-être tu avais déjà fait, ou bien peut-être ton ami a fait et puis tu sais et tout. Tu vas dire, ah, c'est la même chose. Il faut d'abord comprendre le contexte. Si le contexte il est similaire, tu as gagné. Si le contexte diverge un peu, là, ce petit détail-là peut te coûter très cher. Donc, retenez que le contexte ici dicte les choix architecturaux. Et tout ça, ça vient après avoir contextualisé tout ça avec ces diagrammes-là. On sait maintenant comment gérer. Donc là, on va prendre peut-être 3 cas. 3 cas où le contexte montre quel choix en fait on fait pour côté architecture avant d'implémenter le code et tout. 3 profils, 3 architectures là.
On va prendre un exemple, comme notre exemple, inscription avec un quota limité, c'est-à-dire il y a des milliers d'users, il y a une fenêtre fixe. Et l'idée, c'est de permettre un accès équitable. Voilà, un accès équitable pour que tout le monde puisse gérer. Et j'avais montré un peu ce qu'il fallait faire au début. Là, pour ce système-là, il va nous falloir penser à implémenter des files d'attente, un idempotency pour dire quoi? Certaines actions doivent être les mêmes, certaines requêtes doivent être les mêmes pour un ou bien 10 utilisateurs, ça ne doit pas changer. Donc, c'est important de penser à ça et on va, dans le code qu'on va écrire de telle sorte que les gestions d'exception, les try-catch, on va implémenter des helpers qui s'assurent que notre code là ne faillit pas à ce que ce soit équitable et que ce soit stable, même quand ça monte. Et le rate limiting, comme je le disais, c'est limiter en fait les spams. Le rate limiting aussi, c'est quelque chose qui permet de gérer la sécurité pour les attaques DOS. Voilà. Généralement, il y a des petits malins qui s'amusent à pomper en fait les serveurs là, avec des attaques, beaucoup de requêtes. Ils pompent le serveur avec beaucoup de requêtes jusqu'à ce que le serveur tombe. Et maintenant, quand le serveur tombe maintenant, ils arrivent à exploiter les logs. Ça, c'est un hacking éthique. Mais le rate limiting, c'est quelque chose qui permet de prévenir ça. Maintenant, pour une billetterie, voilà, une billetterie en ligne, il va nous falloir du cache, une file asynchrone. Voilà, en ce moment, ce n'est plus séquentiel, mais c'est asynchrone. Et également, un lock, il faut bloquer en fait l'inventaire des requêtes pour permettre la haute concurrence. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Moi, j'appelle, Emmanuel appelle, Maurice appelle, Asia l'appelle. Tout ça, c'est le cache et puis c'est ces choix-là qui vont nous permettre de gérer ça. Et en termes d'API, en temps réel, comme les trucs de web scrapping, tous ces trucs-là, il faut des WebSockets, comme je le disais tantôt. Le WebSocket, c'est quelque chose qui permet au client front-end, c'est quelque chose dans le client front-end qui permet de récupérer, de traiter vraiment les choses de manière vraiment en temps réel. Par exemple, si vous voyez WhatsApp, lorsque vous envoyez un message en même temps, on arrive à voir, c'est parce que ils se sont pas cassés la tête. Ils ont vraiment pris au sérieux cette contrainte de quoi? De real time. Voilà. Et le message, il y a des message brokers aussi, c'est-à-dire, généralement dans les API à temps réel, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des services découplés. Voilà. Pas forcément microservices, mais il peut arriver qu'il y ait des microservices. Et ces services-là communiquent entre eux via un broker. Et le broker, c'est quoi? C'est quelque chose qui écoute des événements. Voilà. Il va écouter des événements de tel service. Et lorsque tel service émet tel événement, il transmet en fait un message à l'autre service pour dire, ah, ce service-là a dit ça. Et basé maintenant sur le code qu'on a écrit, et en fonction de l'événement que le premier service a émis, l'autre service aussi fait une action, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui permet à des services de se connecter. Il y a ce qu'on peut utiliser Kafka, on peut utiliser Redis pour gérer ça. Donc, vous voyez que ici, c'est trois profils différents, c'est trois systèmes différents, et c'est pas les mêmes choix. Voilà, c'est pas les mêmes choix. D'où le fait que j'insiste sur le fait que c'est important de comprendre le contexte avant de coder quoi que ce soit. Donc ici, en fait, je voulais qu'on essaie de concevoir ensemble un truc
similaire au truc du Hatch, là, pour essayer de voir. Mais avant, je veux m'assurer que ça va et qu'on comprend et qu'on se suit. S'il y a des questions que tu as notées, s'il y a des termes qui sont assez chauds, on peut expliquer ça et puis avancer. Il y a également un glossaire que j'avais fait. Je ne sais pas si Wendy, tu peux déjà envoyer. Je pense que tu peux envoyer ça dans le groupe. Pour que les gens essaient de jeter un petit peu. Emmanuel? Oui, c'est peut-être mieux d'attendre à la fin le temps ok. que s'il y a des personnes qui ne sont pas dans le groupe, qui puissent intégrer. Et puis juste après, on pourra envoyer. On ne t'entend plus, hein, ou bien c'est seulement mon niveau. Ah, excusez-moi, mon micro était... Voilà. Donc, je disais que pour l'analyse et conception, il y a un petit framework que j'ai eu à faire et mettre sur GitHub. Après, vous pourrez l'exploiter, qui nous permet de faire une analyse et conception rapide avec un blueprint, c'est-à-dire un moule, pour ne pas s'égarer dans les décisions. Et l'idée, c'est quoi? Le framework, c'est en 4 phases et chaque étape est un filtre. Donc, permettez-moi de partager mon écran, Excalibur, Obsidian plutôt. Donc là, vous voyez mon board. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Et donc, je vais faire ça déjà. Le framework, il est en 4 phases. Il y a ce qu'on appelle l'intent. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris le contexte, on sait ce qu'on veut faire. Et après l'intent vient les requirements. Et après les requirements vient le contrat. Et après le contrat, on a les responsabilités. Et après tout ça, maintenant, vient le travail d'architecture. Donc ici, ce n'est pas quelque chose à sauter. Ce n'est pas vraiment d'étape à sauter. Et c'est important. Je ne sais pas si là, on est bon. Donc, ici, Ticketflow, c'est quoi? C'est un truc similaire au Hatch. Permettre à des milliers de personnes d'obtenir équitablement un ticket pour un événement à place limitée, sans que le système s'effondre sous la charge. Et l'intent, disons que l'intent, c'est après vraiment avoir compris le problème qu'on obtient l'intent. On définit ça clairement et on part sur ça. Donc ici, notre intent
c'est permettre à des milliers d'utilisateurs sans que la plateforme s'effondre sous la charge. Maintenant, vous voyez que ce n'est pas faire, ici on va pas dire faire une API de réservation de tickets. Ça, c'est une solution. Mais l'intent, c'est le problème qu'on résout. Donc, à partir de l'intent, on peut extraire les requirements. OK, il y a des termes qui ressortent comme milliers de personnes, équitablement, tickets, place limitée, s'effondrer sous la charge. Là, on a extrait en fait un contexte, un requirement assez important. Ici, on peut se poser les questions. Combien d'utilisateurs simultanés sont attendus? Est-ce que le pic est prévisible ou imprévisible? Est-ce que, quelle fenêtre de temps? 4 heures, 5 minutes, ou bien quoi? Il y a quelle fenêtre de temps? Il y a combien de places qu'il faut utiliser? Et que se passe-t-il si 2 personnes cliquent en même temps sur la dernière place? Bon, ça, ce sont des questions en fait qui peuvent arriver, qu'on peut se poser pour comprendre. Aussi, on peut poser la question à savoir, est-ce que l'utilisateur peut-il s'inscrire 2 fois? Que se passe-t-il si le paiement échoue après réservation? Là, on parle de transactions dans la base de données. L'accès doit-il être équitable? Premier arrivé, premier servi ou par tirage au sort? Donc là, ça va impacter, ce sont ces questions-là, à partir de notre intent, qui va impacter l'extraction en fait des requirements. Voilà. Et pour ça, je vais juste mettre un screenshot pour mapper avec ça. Je ne vais pas tout copier-coller ici. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Là, on répond à ces questions-là ici. Ça, c'est un exemple. OK. On va dire, on a maximum 5000 users simultanés à l'ouverture. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'il nous faut une file. Il faut une queue. La queue est obligatoire. Pas de traitement direct. C'est-à-dire, lorsque j'envoie une requête, on vérifie s'il n'y a pas déjà des requêtes, ou si je dois attendre, on me notifie à attendre, ces gens-là vont finir avant maintenant que vous puissiez le faire. Mais sur les plateformes, comme je le disais avec les CMS, ce n'est pas le cas. On a pu le constater avec les plateformes comme le Phoner, plein de plateformes publiques aussi. Ensuite, effectivement, un user est égal à une seule réservation par événement. Là, on a répondu à la question, est-ce que l'utilisateur peut faire 2 réservations? Non, il ne peut pas. Donc, on met une contrainte unique. Les independency key en base de données, c'est des contraintes uniques qui disent, ah, mon gars, tu ne peux pas faire ça 2 fois. C'est comme un peu, lorsque vous mettez l'email dans un système, lorsque vous essayez avec quelqu'un veut même la même email, on lui dit non, cet email a déjà été pris. Ça, c'est une clé unique.
Mais vous pouvez voir aussi les contraintes uniques en base de données là comme des clés, voilà, les clés uniques. Aussi, il n'y a pas d'overselling. D'overselling, c'est vous dire. On a limité en fait à 5000 users. On ne doit pas vendre plus de 5000 tickets. Voilà. Et à ce moment, c'est atomique. D'où le A de ASIN des bases de données relationnelles. Voilà. Et il y a les contraintes aussi de performance. Réponse en moins de 3 secondes. Même sous charge. Voilà. Là, forcément, il va nous falloir du cache, des index. Les index, c'est quoi? C'est des raccourcis en base de données qui nous permettent de retrouver certaines informations rapidement, de traiter certaines requêtes plus rapidement. Et ça, c'est les index. Et aussi, équité d'accès, où on va utiliser une file FIFO, c'est-à-dire first in, first out. Voilà. C'est même en programmation pure, il y a ce type de données-là qu'on peut utiliser avec les listes chaînées. Par exemple, si tu as écrit du C, tu as fait de l'allocation de mémoire et tout, tu sais que c'est important de maîtriser en fait ces genres d'algorithmes-là. C'est un algorithme, il y a first in, first out, et puis il y a last in, last out, si je ne me trompe pas. Voilà. Et il n'y a pas de retry. Voilà. Tu attends l'ordre d'arrivée est respecté. Dans ce moment, l'accès est équitable. Disons là, c'est le requirement qu'on a extrait. Voilà. Et après ça maintenant, on essaie de définir le contrat et les invariants. Les invariants, comme son nom le dit, invariants. Ce sont des choses qui sont tout le temps vraies dans le système, quel que soit alpha. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont définies, qui sont là, ça ne change pas. Voilà. Et ces invariants sont documentés dans un contrat. Et je prends un exemple simple. Si vous êtes un développeur back-end, comme moi, et vous collaborez avec un développeur front-end, il est important pour vous de définir, en fait, votre contrat d'API pour éviter le fait que, bon, il faut attendre que le développeur back-end finisse l'API, je vais prendre l'API, regarder, et puis faire les appels. Non. S'il y a un contrat, les deux peuvent travailler de manière simultanée, respectant, en fait, en se basant sur ce contrat-là. C'est les mêmes, c'est-à-dire c'est les mêmes endpoints, c'est le même schéma de réponse, c'est les mêmes payloads, c'est les mêmes contraintes. Voilà. Voilà. Et là, c'est ça, c'est l'importance du contrat. Et le contrat, il vient après les requirements. Je vais ajouter ici invariance. Et donc ça, à ce niveau, de manière simple, comme je le disais, de manière générale, avant même que on fasse un contrat pour la collaboration, c'est ce que le système promet et ce qu'il interdit. Voilà. De manière simple, c'est ce que le système promet ou qu'il interdit au monde extérieur, à ses utilisateurs. C'est-à-dire, c'est des règles qui ne changent jamais. Donc, on peut faire une analogie simplement. Un réseau électrique, c'est-à-dire notre réseau actuellement 220 volts, qu'il vienne du soleil, du charbon, le contrat reste le même. C'est les mêmes 220 volts là. Quand on passe par la Sonabel, quand on utilise le solaire, c'est pareil. Et donc, un logiciel aussi, il a un contrat avec ses utilisateurs qui ne dépend même pas de la stack choisie, des problèmes de connexion et tout ça. Là. Non, non. Tout ça, c'est géré en fait dans le contrat. Donc, dans notre cas, on va dire quoi? Ticket flow.
il promet, qu'est-ce qu'il promet à ses utilisateurs? Confirmer ou refuser en moins de 3 secondes. 2 JO. Qui veut peut-être donner une idée? C'est juste des exemples, hein, dans notre cas, pour voir. Comme je l'ai dit, moi, je ne veux pas que ce soit un monologue. Et actuellement, c'est en train de devenir un monologue. Donc, si quelqu'un veut contribuer là, faut qu'il n'a qu'à se sentir libre, hein. Voilà, on est tous là pour apprendre ensemble et puis se partager les connaissances utiles. Voilà. 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours. Ne jamais vendre plus de places que disponible. Voilà, il ne peut même pas le faire. Ne jamais vendre plus de places dispo. Ensuite, un user ne peut qu'avoir une place. Voilà, très bien. Laissez-moi copier ce que M. Félix a ajouté. Ça, c'est un point très, très cool. Laisse-moi afficher le chat. Moi, je fais ça encore. Est-ce que quelqu'un peut me lire? Vous pouvez prendre la parole pour dire je n'arrive pas à afficher le but que je suis en mode présentation. Je n'arrive pas à afficher le chat, je vois seulement les traits. Si vous pouvez prendre la parole et puis dicter que je puisse noter. D'accord. Et si vous recevez, c'est terminer toute procédure entamée. Terminer toute procédure entamée. C'est-à-dire ne pas avorter. OK. Toute procédure entamée et ne pas avorter. Effectivement, à ce moment, on va passer par les transactions, n'est-ce pas? Les transactions à côté de la base de données avec des rollbacks bien définis. OK. Very good. Now we have it. De view. Ce qui est interdit maintenant, bon, moi je pense que c'est en général ça, ce que le système promet. Il ne faut pas qu'on va faire trop de promesses aussi, qu'on ne va pas pouvoir tenir en fait dans le code. Parce que souvent c'est assez complexe de respecter même certaines promesses. Donc on fait le plus important, c'est-à-dire on fait une classification des contraintes les plus importantes, des promesses de base que le système peut faire. Et une fois que ça c'est fait, les nice to have, oui. Oui, vas-y. Ok, donc comme interdit, je pense qu'on peut avoir un utilisateur ne peut pas avoir. Vous m'entendez? Je t'entends pas trop. Ok, je disais que nous pouvons avoir un utilisateur ne peut pas avoir deux tickets. Il ne peut pas avoir. Deux tickets pour le même événement. OK. Bon, disons que ça, ouais, on peut mettre ça comme interdit. Voilà. Mais c'est en réalité, ça a été déjà mis ici, tu vois. Le user ne peut qu'avoir une place. Mais voilà, une promesse aussi peut être mappée en fait à un interdit. Et c'est ça même qui est conseillé. Donc, c'est-à-dire, tu as fait les promesses, tu as écrit les interdits, tu peux faire du mapping, c'est-à-dire lier avec des flèches. Voilà. Mais je note ça. Un user ne peut pas. Je veux que tu répètes exactement ce que tu as dit.
Je disais qu'un user ne peut pas avoir deux tickets pour le même événement. Tu as ajouté à la fin pour le même événement. Waouh, Oui. magnifique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire, s'il y a un autre événement, après, il peut avoir un ticket. En ce moment, il a deux tickets pour deux événements distincts. Mais pour un même événement, ce n'est pas possible. Juste une petite interpellation, juste pour dire au formateur d'accélérer un peu. Ah, ok. Nous sommes déjà à 1 heure, donc... Il y a déjà l'heure. Hein. Non, on va finir. Non. Ok. On va aller vite. Bon, mais comme c'est un sujet important, dans tous les cas, on pourra toujours faire une partie 2. Mais bon, Voilà, une partie 2 éventuellement. Ça voilà. va être même très bien. Moi, je vais peut-être dire comme interdit une réponse silencieuse. C'est interdit en fait, c'est pas bon. C'est-à-dire, il y a une erreur, mais on ne dit pas à l'utilisateur, on ne montre pas visuellement à l'utilisateur c'est quoi. Ou bien, on lui affiche en fait notre log du back-end. Comment il comprend ça? S'il n'y a pas de mapping en fait qui lui explique, ah, il y a eu telle erreur, voici. En français, facile. Voilà. Réponse. Ou mal. Formaté. Maintenant, après ça, ce qui vient après ça, c'est les responsabilités qu'on assigne. Voilà. Je vais faire un copier-coller rapide de mon tableau du projet qu'on doit accélérer. Puisqu'après ça, maintenant, on va passer à l'architecture, le modeling et tout ça. Mais je vais m'arrêter là. Si on a la chance d'avoir une partie 2, je pense qu'on va pouvoir continuer et concevoir ça ensemble de manière propre. Parce qu'il faut les questions, les contributions de tout un chacun. Donc après ça, vous voyez que dans les responsabilités, là, ce qu'on a identifié comme requirements, contraintes et tout ça, on identifie le responsable dans le système. OK, tel composant-là, c'est la base de données qui va verrouiller pour 5000 utilisateurs. La base de données ne va plus répondre pour plus de 5000 utilisateurs. Un user égale à une réservation, c'est encore la base de données avec une contrainte unique. Voilà. Parce que l'API peut bugger, mais la base de données, elle est ferme, elle est stricte. Équité de la file d'attente, c'est-à-dire la queue first in, first out, ordre d'arrivée préservé, indépendamment du serveur et de la charge. Rate limiting, c'est-à-dire lorsqu'on a fait notre backend, notre API et tout, on expose en fait une porte d'entrée de l'API qui est appelée API Gateway, ou s'il n'y a pas d'API Gateway, il y a ce qu'on appelle des middleware dans les API directement pour protéger même l'erreur, même avant qu'elle arrive. Voilà. Et après ça, il y a le cache de données où on peut ajouter un service Redis et tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avant même de coder le truc. Si on a vu ça, si on a toutes ces informations-là, modéliser devient un jeu d'enfant. Bien sûr, si tu comprends bien les outils UML et C4, modéliser devient un jeu d'enfant. Et après la modélisation, tu peux passer à à la planification de tes sprints et de comment tu vas coder. OK, aujourd'hui, je gère ça, aujourd'hui, je gère ça. Mais à ce moment, tu suis en fait un blueprint. Tu ne codes plus pour coder, tu ne génères plus du code pour générer. Mais tu génères en fait suivant des règles strictes que tu as préétablies.
Et après ça, maintenant, on fait les diagrammes et tout. C'est après ça que l'architecture émerge et puis on avance. Donc ça, c'était un peu un exemple de ce framework-là qu'on va vous partager. On va partager le lien GitHub après avec toutes les ressources du call. Donc, en gros, voici un peu, moi, mon approche pour s'assurer que ce qu'on conçoit répond en fait au content et puis il doit supporter la charge attendue. Voilà, ça c'est dans un cas où c'est prévisible. Dans le cas où ce n'est pas prévisible, il y a aussi des choix qui se font. Et maintenant, dites-vous que vous ne devez pas tout connaître à la fois. Voilà. La phase d'analyse et de conception, c'est vraiment une phase de recherche où tu vas aller sur GitHub, tu vas regarder des projets, tu vas regarder des projets sur YouTube, tu vas lire de la documentation, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et c'est normal. Parce que en tant qu'informateur, notre problème, notre travail en tant qu'ingénieur, c'est résoudre des problèmes. Ce n'est pas connaître tout et puis écrire du code comme ça, voilà. Et puis flex, non, c'est résoudre des problèmes. Et résoudre des problèmes implique de faire des recherches et d'apprendre continuellement. Donc, c'est un peu l'approche pour concevoir des applications capables de survivre à la montée en charge. Donc, je vais passer la parole à Emmanuel pour continuer la suite. Merci pour ta brillante présentation. D'abord, on va laisser la parole aux différents participants pour d'éventuelles questions. Donc, vous êtes libre, vous pouvez activer vos micros et prendre la parole. C'est bon, vous avez tout compris ou bien vous n'avez rien compris? Oui, monsieur Nana, vous avez la parole. Ok. Je voulais revenir au niveau de... À un moment, il a parlé de trucs. Genre, il y avait un moyen de faire en sorte que les plateformes n'envoient pas les messages au hasard. Genre pour bloquer, par exemple, et pour bloquer contre le hacking. Je sais pas, j'ai oublié les termes qu'il a utilisé à ce niveau. En fait, je dois dire que parfois aussi, les fournisseurs de services exagèrent des fois. Moi, par exemple, j'ai développé une application Flutter que je voulais mettre sur Google Play. Donc, en allant sur la Play Console, je mets l'application et dans les tests, j'essaie de m'identifier par numéro de téléphone. Et on ne m'envoie pas le SMS. On me envoie un code, erreur code 39. Donc, dans mes recherches, je vois que en fait, c'est lié à l'activation de Play Integrity sur l'application. Donc, bon, tout juste à côté du bouton pour... j'en suis là, et sur la plateforme Google Play Console, là, il y a comme, genre, il y a des instructions claires là-bas pour suivre et activer et Play Integrity. Donc, j'ai suivi les instructions, mais ça n'a pas donné. Genre, ils ont juste affiché intégration démarrée, mais ce n'est pas encore fini. Donc, du coup, je ne sais toujours pas c'est quoi ils veulent le juste. Vous voyez, pourtant, j'utilise, c'est tous des services Google. Firebase, Play Console, même Flutter, ça appartient à Google, mais je ne sais pas pourquoi ils refusent toujours de le connaître et l'application. Donc, je me dis que parfois aussi, bon, c'est vrai de mettre des mesures pour éviter de se faire hacker, mais voilà, pour qu'on use de notre... je sais pas, je me perds un peu dans le mot. Mais en tout cas, je vais dire que bon, parfois aussi, ils vont un peu loin. Voilà, c'est tellement compliqué que le développeur lui-même, il a du mal à s'en sortir. Ouais, ouais, C'est ce que je voulais ajouter à ça. ouais. Effectivement, c'est ça, hein. Là, parce que moi-même, j'ai déjà vécu ça. Moi, j'ai vécu ça avec Azure, Microsoft Azure, un compte que j'avais pris pour déployer un truc là-bas. Le problème que je rencontrais, en fait, c'est que, en fait, mon code, sur un serveur normal, ça fonctionne. Mais sur leur serveur, en fait, lorsque je m'authentifiais après, il y a ce qu'ils appelaient, ils retournaient, en fait, en 401. Voilà.
Non, je ne suis pas authentifié. Pourtant, je suis authentifié. Quand je reload, ça passe. Mais il n'y avait pas vraiment de message d'erreur clair, que ce soit sur la console ou bien dans leur machine Linux là-bas. Il n'y avait pas d'erreur. Et quand j'inspectais aussi l'onglet navigateur et tout ça, il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est en allant fouiller dans les Stack Overflow, Reddit et tout, que j'ai trouvé une réponse en fait d'anciens ingénieurs de Microsoft qui ont expliqué en fait ce problème-là. Voilà. Et c'était quoi? Le load balancer. Le load balancer, là, en fait, avait pris mon application là et ça faisait ce qu'il voulait. Malgré que j'avais découplé une API et un front-end à part. Le front-end c'était React, le back-end c'était Laravel. Mais ils avaient. Et c'était un bug connu de Laravel sur ces services le service spécifique que j'avais pris. Parce que c'était des services gratuits. Des services gratuits pour test. Avant maintenant de payer et puis passer maintenant en full cloud. Tu vois? Maintenant, effectivement, c'est un souci. La dépendance, en fait, à des services externes, là, c'est un gros souci. Et ça nécessite vraiment de fouiller pour vraiment s'en sortir. Voilà. Et à ce niveau, ça ne dépend pas de toi. Tu vois? Ça ne dépend pas de toi. Ton app review peut passer et tout. Il y a avoir une erreur maintenant. Quand tu regardes sur la console, bon, il ne t'explique pas vraiment. À ce moment-là, bon, qu'est-ce que tu fais? Ils vont peut-être t'obliger à, soit tu vas rentrer en lien avec le service, avec leur support, ou soit c'est te forcer en fait à passer, à upgrade en fait l'option que tu as prise. Généralement, c'est ça. Moi, mon expérience avec les services externes, si en fait, explicitement, en fait, ils refusent en fait, puisque c'est des trucs propriétaires, tu ne vas pas croiser ça sur des services open source. Voilà pourquoi moi, je suis un open source advocate. J'encourage beaucoup les gens à chercher à trouver des alternatives open source. C'est-à-dire, là, quand il y a un souci, tu peux aller dans le code, sur les issues GitHub, tu vas te retrouver facilement. Mais vraiment, les choses propriétaires, là, je ne suis pas trop fan de ça à cause de cette raison-là. Et c'est bien, ce n'est pas de ta faute. Voilà, ce n'est pas de ta faute. Et quand je disais le message d'erreur, bon, ça c'est ce que moi j'ai dit, mais eux ils n'ont pas fait, malgré que c'est Google. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est pas pour rien. Ils savent pourquoi ils ne l'ont pas fait. Tu vois? Ils savent pourquoi ils ne l'ont pas fait. Mais toi, en fait, quand tu conçois quelque chose pour un user, si ça, dans ton code, il faut t'assurer que tu puisses montrer à l'utilisateur clairement ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est ce que moi je peux dire par rapport à ça. Effectivement, ils abusent, mais comment on va faire? Souvent, on dépend d'eux. Tu vois? Donc, ce que moi je vais peut-être te conseiller, c'est d'essayer de voir des alternatives plus prometteuses et qui sont assez ouvertes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça aide. D'accord. En tout cas, merci pour cet élément de réponse. Ça m'a beaucoup aidé. Ok, merci Axel. Peut-être pour ajouter à ton cas, c'est peut-être d'écrire à Google, écrire à leur support. La plupart du temps, ils répondent. Ils répondent toujours, pas la plupart du temps. Chaque fois que je les ai écrits, que ce soit pour un problème sur Android ou autre, ils répondent. Donc, tu pourras expliquer le problème, tu peux prendre des captures et tout envoyer. Et puis bon, ils vont certainement te guider. D'accord, ça marche. Merci bien. Ok. Pour revenir, vas-y, Oui, pour vas-y. rebondir un peu sur ce que Emmanuel a dit. Souvent aussi, c'est compréhensif. C'est compréhensif. Peut-être, tu vois, ça existe, c'est un service qui existe depuis. Tu vois? Et les équipes là évoluent, les équipes changent. Et tu vois, Google, ils ont beaucoup de code base. Ils sont partout en fait. Ils sont dans l'IA, ils sont dans le cloud, ils sont dans le mobile. Ils ont des larges code bases à gérer. Voilà. Mais ils répondent. Effectivement, leur support là est assez truc. Donc, si tu n'as pas eu gain de cause et que tu es pris par le temps
pour aller fouiller un peu. Tu peux lancer en fait une requête et puis continuer à chercher à ton niveau. Peut-être même leur réponse va te rediriger vers une solution ou bien tes recherches en fait vont matcher en fait avec ce qu'ils font de dire. Ça va te, it will make more sense. Tu vas plus comprendre le problème, quoi. Mhm. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, Wendy, tu as la parole. Ok, merci bien. Et j'ai une petite question aussi par rapport à tout ça. Je me demande, est-ce que le choix des différentes techniques qu'on va utiliser pour ça, que ce soit peut-être le framework ou bien le système de gestion de base PostgreSQL ou MySQL, est-ce que c'est également, ça n'influe pas sur les performances de l'application qu'on va mettre en place? Peut-être ce serait plus intéressant de mettre en place avec telle série et avec telle technique. Ok. Le choix, effectivement, le choix des technologies, c'est quelque chose qui peut impacter. Voilà. Par exemple, si on prend les trois cas qu'on avait vus. Par exemple, pour l'API en temps réel, tu ne peux pas me dire que tu vas faire du Laravel sur ça. Tu vas peut-être aller sur FastAPI ou bien Go. Quelque chose d'assez performant, rapide et qui a des bons benchmarks. Voilà. Et généralement, le choix, en fait, des technos, ça vient après la phase architecture, tu vois. Une fois que tu as l'architecture et que tu as tout le contexte de ton problème, du problème que tu résous, tu choisis, en fait, la tech stack adaptée. Voilà. Par exemple, pour la plateforme de, de Edge, là, lorsqu'on a eu les discussions en fait dans le JDG, il y a des experts bon, qui ne sont pas là aujourd'hui. Bon. Eux, ils avaient dit c'est Node, avec Node, il n'y allait pas avoir ça. Et effectivement, avec Node, il n'y allait pas avoir ça. Parce que Node, c'est quoi? C'est un runtime asynchrone pour JavaScript. Et JavaScript, on sait tous que JavaScript il est assez natif. Pas au même niveau que le PHP, mais il est assez natif pour le web parce qu'il utilise le web en fait pour tourner. Même s'il passe en fait par du C, le moteur c'est du C++, JavaScript tourne en fait sur le navigateur, tu vois. Donc l'idéal en fait était d'utiliser Node qui n'est pas bloquant, voilà, et permet de gérer beaucoup de requêtes simultanément. Voilà. Et pour ça, c'est quoi? C'est la boucle d'événements. Voilà. Node.js a une boucle d'événements qui permet d'écouter plusieurs événements simultanément. Donc, l'idée, c'est quoi? En fonction de ton projet et en fonction de ta connaissance des frameworks que tu maîtrises, tu choisis en fait le bon framework. Voilà. Ou bien tu fais des recherches. OK, quel framework est adapté pour ça? C'est de la recherche, en fait. Voilà. Mais tu ne choisis pas, en fait, pour choisir. Tu vois. Sinon, ça impacte vraiment sur la performance, tu vois. C'est un peu ça. Par exemple, une API de transcription. Par exemple, Emmanuel est en train d'utiliser un truc qui va nous permettre de faire un résumé en fait du mythe et tout. Voilà, c'est un job derrière. Ça utilise une transcription. Il faut que ce soit quelque chose qui gère en fait l'enregistrement en temps réel, c'est-à-dire une API web RTC qui gère le média, tout ce qu'on dit. Ça enregistre, ça détecte les minutes et tout ça et tout ça. C'est une API en temps réel. Tu ne vas pas aller mettre du PHP là-bas. Bon, je ne sais pas s'il y a des amoureux de PHP ici, mais moi, je n'ai pas de problème avec PHP. Juste pour souligner. C'est juste un exemple. Voilà. Tu vas aller peut-être sur quelque chose d'assez rapide comme Fast, JavaScript ou bien Go. Go pur. Go, il n'y a pas de. Go, c'est pas un framework. Go, c'est un langage. Et Go gère vraiment la concurrence de manière assez puissante. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Si ça ne répond pas, on peut demander à quelqu'un aussi de donner des éléments de réponse et on avance.
Super, super. Merci pour la réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, monsieur Youbari. Vous êtes Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonsoir. D'abord, je vous remercie déjà pour cette initiative en faisant ce meeting-là pour parler de la scalabilité des applications. Il faut dire que c'est réellement un problème, surtout dans notre pays. C'est un problème qui handicape beaucoup d'applications, peut-être même de l'État et beaucoup d'autres institutions. Donc, j'ai vraiment apprécié ce qui a été fait, mais je vais faire peut-être quelques compléments pour aider en fait certaines personnes dans le domaine de vouloir faire des applications hautement scalables. En fait. Premièrement, j'aimerais intervenir au niveau de l'architecture. Il y a un mode de développement qui a été initié il n'y a pas très longtemps qui s'appelle les architectures microservices. Il faut savoir que ce sont des éléments en fait, qui permettent d'atteindre la scalabilité au niveau architectural en développement. C'est-à-dire, une architecture microservice, c'est tout simplement un mode de découpage en fait, d'application en plusieurs petits services qui sont hautement autonomes et non dépendants en fait. En faisant cela, en fait, on a la possibilité d'atteindre une scalabilité vraiment. Donc, pour ne pas être très long sur les microservices, chacun peut chercher à se comprendre. Et c'est généralement un sujet qui est beaucoup plus abordé en Java et en Spring Boot. Donc, en deuxième point, ce que je voudrais aussi parler, c'est peut-être au niveau de la base de données. Il faut savoir aussi que en base de données, il y a aussi des techniques qui permettent en fait de rendre les bases de données scalables. Et la principale technique, c'est les bases de données distribuées. Donc, les bases de données distribuées, en fait, c'est toujours dans la même logique que les architectures microservices. Mais là, au niveau des bases de données, c'est-à-dire qu'on divise notre base de données aussi en beaucoup de sous-bases de données qui sont chacune autonomes, de telle sorte que quand une requête vient, on ne sollicite pas une base de données entière, en fait, une instance de base de données entière. C'est-à-dire la requête part vers l'instance concernée. Et là, on a une baisse en charge, en fait, de l'utilisation de la base de données en fonction du besoin. Ensuite, il y a le dernier point dont j'aimerais intervenir, qui est mais vraiment d'actualité actuellement, il s'agit de la programmation réactive. La programmation réactive, en fait, c'est un concept qui permet, en fait, de développer des applications scalables. C'est-à-dire, en fait, les gens sont partis sur une analyse pour trouver que, en réalité, les applications des serveurs tombent à cause des fraudes, c'est-à-dire les processus. Quand vous faites une requête sur un service, sur un serveur, c'est les processus, en fait, quand ils deviennent trop, le serveur lâche. Donc, avec les programmations réactives, en fait, on a la possibilité d'utiliser, en fait, un seul processus pour faire beaucoup de choses, en fait. Et quand on est dans cette logique, par exemple, je prends un exemple, développer une application de e-commerce pour un client et vous devez afficher, en fait, la liste des articles sur l'interface. Donc, si le premier client, si le premier utilisateur se connecte, l'application va lui envoyer un nombre d'articles donnés. Si un autre client vient, il reprend en fait ce qui avait été donné et il continue la requête avec ce qui doit venir en fait. Donc, c'est des notions que j'invite tout un chacun à chercher à comprendre. La programmation réactive, c'est vraiment très intéressant. Et il y a déjà même des postes très prouvants sur ça qu'on appelle des reactive programmes. Et généralement, c'est des notions qui sont plus disponibles dans les environnements Java et Spring Boot. Donc, c'est ce que je voulais apporter en fait, en plus de ce que mon cher ami Yann a eu à exposer sur la scalabilité.
Super, vraiment merci beaucoup pour cette masterclass dans la masterclass. Ouais, c'est une Concepts masterclass. qui sont très intéressants qui ont été abordés. Donc, je vous invite à vraiment repartir et puis bosser un peu ces concepts-là. Bon, lire ces concepts et puis en apprendre davantage. Donc, la programmation réactive, les microservices, donc tous ces concepts-là. Merci encore, Monsieur Youbare, pour ce partage. Donc, je sais pas Excusez-moi. Je t'en prie, Emmanuel. Ok. Ouais, je voudrais ajouter quelque chose. Je trouve que c'est très, très, très utile ce que le monsieur vient de nous partager sur les notions de base de données distribuées ou bien l'architecture microservice. Donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous pouvez parfois, avant d'adopter une architecture donnée, il faut avoir la vision produit. Il faut réfléchir sur le contexte dans lequel vous voulez développer l'application avant de mettre en place l'architecture. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, adopter l'architecture microservice pour une application qui ne vise pas 1 million d'utilisateurs. Parce que à la fin, vous n'aurez que des latences au niveau de votre application. Et la cause n'est que simplement l'architecture microservice que vous avez adoptée et que vous pensiez que vous êtes en train de mettre en place une scalabilité. Parfois, vous pouvez tout simplement adopter une architecture monolithique et votre application serait très, très performante. Donc, je voudrais rapidement attirer votre attention sur ce fait. Merci. Ok, merci pour ce rappel. Effectivement, c'est très important. Il faut toujours, comme Axel le disait au début, passer d'abord par une phase d'analyse où nous allons savoir ce que nous voulons pour notre application et quelle est l'architecture vraiment qui répond à cette application. Il ne faut pas forcément sortir les gros chars ou les gros bazookas pour sur une guerre contre un insecte ou une mouche. Donc, il faut savoir quand sortir les armes recommandées pour un type de guerre donné. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre intervention encore. Sinon, y a-t-il une autre intervention? Une fois, 2 fois, 3 fois? OK. Donc, je vais encore remercier tout le monde pour sa participation. Merci à tous pour votre participation. Je pense qu'il y a le lien pour ceux qui ne sont pas membres du GDG et pour rejoindre le groupe du GDG Ouaga. Et peut-être, je ne sais pas si le formateur a un dernier mot. Puis, on va se souhaiter une bonne soirée. Formateur, y a-t-il un dernier mot ou bien je peux conclure? Pas vraiment, hein. Ça serait bien qu'on ait une partie 2 après, peut-être. OK, il n'y a pas de problème. Il y Là, aura... on pourra aborder les contraintes pour l'adoption de certaines architectures et rentrer plus en profondeur. Puisque je me suis dit en fait que c'était une audience mixte. Donc, je n'ai pas voulu rentrer dans les termes assez avancés. Là, il y a des professionnels, il y a des étudiants comme moi aussi ici. Donc, je n'ai pas voulu rentrer trop dans les... Mais si on arrive à avoir une partie 2, on peut inviter même M. Luc Barré et Vido et puis organiser ça un peu plus en détail pour le bien Exactement. de tous les membres du JDG, quoi. Effectivement, ce serait une bonne idée. Donc, on peut même avoir une partie 1, 2, peut-être même, pourquoi pas, une sorte de panel. Parce que là, il y a plusieurs concepts où on peut vraiment bêcher et puis trouver vraiment beaucoup de choses intéressantes. Donc, nous allons programmer ça. Puis, voilà quoi. Donc, merci à tous encore. Merci à notre très cher formateur pour le temps et puis le partage. Excellente soirée à tous et
bonne suite de Merci. week-end. Merci, au revoir à tous. Bye. Ouais.